L'entrée judiciaire du Conseil d'État, mesdames et messieurs, s'effectue aujourd'hui, c'est mardi 5 novembre 2024, mesdames et messieurs. Nous allons vous laisser suivre l'entrée du président Félix Tshisekedi qui va prendre part à cette rentrée judiciaire dans le professionnel de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo, notamment les magistrats, les juges, les avocats et tous ces corps supérieurs de la justice de la République démocratique du Congo vont se retrouver en présence de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ici en direct dans la salle du Congrès de l'Assemblée nationale pour présenter leurs desiderata autour de cette rentrée judiciaire. On y reviendra pour cheminer avec vous ensemble. Merci pour votre attention, très chers téléspectateurs et fidèles lecteurs du groupe média Top 243 News. Mesdames et messieurs, le président de la République. Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général près du Conseil d'État, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. La cérémonie à laquelle vous êtes conviés ce jour consistera à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, exercice 2024-2025, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême de la République. Un seul point est inscrit à la cérémonie de ce jour, à savoir l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole donne à présent la parole à Madame la Première Présidente du Conseil d'État pour l'ouverture de l'audience solennelle. Madame.
Merci Madame le Premier Président. L'excès de l'ordre de l'audience solennelle publique qui se tient ce mardi 5 novembre 2024 en chambre de Corée, dans la salle du congrès du Palais du Peuple, comporte un seul point notamment la 6e rentrée judiciaire consécutive du Conseil d'État, exercice 2024 et 2025. Cette audience s'articule autour de trois interventions inévitables, à savoir l'allocution du bâtonnier national, la maîtrise du procureur général et enfin le discours de la première présidente du Conseil d'État. S'agissant de la proposition, il s'est de signaler que cette audience solennelle et publique, siégeant tout chambre est présidée par Mme Marthe Aude, première présidente de cette cour de juridiction administrative, entourée des présidents M. Massani Bati, M. Malek Hamid, M. Abdel Mokamib, et des conseillers M. Chakwandash Taboué, M. Wale Bamen et Mme la conseillère Iba, avec le concours de M. Dibou Tatikoum, le procureur général et l'assistance de M. Philippe Makeka de la majorité. Respectueusement, Madame la Première Présidente, je vous retourne la parole. Accordé à M. le bâtonnier national pour son allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorable députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats et chers confrères, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom de l'Ordre national des avocats, afin de participer à cette audience, marquant la rentrée du Conseil d'État pour l'année judiciaire 2024-2025 et conséquemment la reprise de ses activités. Je vais ce jour vous entretenir sur la médiation et la conciliation dans le règlement du contentieux d'annulation à l'article démocratique du Congo. En toile de fond de cette année, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 154 de la Constitution de notre pays, il a été institué un ordre des juridictions administratives composé du Conseil d'État et des cours et tribunaux administratifs, ainsi que de parquets y rattachés. Le Conseil d'État est donc la plus haute juridiction administrative de notre pays. Les arrêts du Conseil d'État rendus dans le cadre du contentieux d'annulation sont-ils tous effectivement exécutés? Et si ces deux arrêts ne sont pas exécutés, pourquoi ne pas alors recourir à un autre mode de justice prévu par le législateur lui-même devant les juridictions administratives dans le cadre du contentieux d'annulation afin d'éviter ou à tout le monde d'atténuer les frustrations des justiciables causées par cette inexécution, et ce, sans que cette démarche soit considérée comme un signe de désespoir. Par ailleurs, nombreuses sont des décisions de référé suspension qui auront des mesures provisoires auxquelles le juge peut mettre fin à tout moment et qui subsistent sans que le fond du litige sur lesquels en annulation ne soit vidé, surtout quand l'on sait que la durée de la suspension de la décision administrative ne peut excéder la date de la décision quant au fond du litige
soulevée par la requête principale en annulation ou en réformation. Cette situation peut-elle aussi impacter l'exécution des décisions du Conseil d'État? Sinon, pourquoi ne pas alors privilégier un mode alternatif de justice dans le règlement du contentieux d'annulation? Tel est l'intérêt de la présente réflexion. En effet, ayant compris le fait que la matière examinée par le Conseil d'État dans le contentieux d'annulation est essentiellement administrative, le législateur congolais a pris certaines options fondamentales, tirées à la fois de l'expérience du droit congolais et du droit comparé, dont l'ouverture devant toute juridiction administrative de la procédure de médiation ou de conciliation avant de statuer au fond des litiges. Ainsi, au lieu d'attendre un arrêt définitif du Conseil d'État, qui ne sera peut-être pas exécuté, mieux vaut recourir et privilégier la déviation ou la conciliation du même Conseil d'État pour obtenir par la suite un arrêt d'expédition donnant acte à la solution intervenue entre parties. Au terme de l'article 257 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, les juridictions administratives peuvent, à la demande de parties, recourir à la médiation ou à la conciliation avant de statuer au fond des litiges dont elles sont saisies. La médiation ou la conciliation se déroule dans un délai de 3 mois à compter du jour de l'introduction de la requête. Dans ce cas, l'arrangement intervenu entre parties est constaté coulé dans une décision d'expédition. Dans le cas contraire, le dossier suit son cours normal. Il est examiné conformément aux dispositions de la présente loi. Autant, ces deux procédures préalables sont également reprises aux articles 13, 55 et suivants du règlement intérieur du Conseil d'État, édicté par l'ordonnance numéro 19/001 du 10 janvier 2019 du premier président, même en matière de référé, et dont le délai, soit de médiation, soit de conciliation, suspend tous les délais de procédure en matière contentieuse. Il faut préciser qu'au terme de ce règlement intérieur, la médiation ou la conciliation n'est admise qu'en cas de litige pour tout préjudice moral ou pour tout litige dont la valeur rénale ne dépasse pas l'équivalent de la somme en monnaie ayant cours légal au pays de $10 000 américains. Limitation de la valeur du litige par voie réglementaire qui paraît à mes yeux non justifiée, là où la loi elle-même n'a une limité, s'agissant du litige. Afin d'éclairer la lanterne de l'assistance, il y a lieu de rappeler que s'agissant d'un jugement d'expédient, Antoine Rubens enseigne que lorsqu'une transaction est intervenue, que ce soit la suite d'un accord et ici une information à la particulière attention des ministres. En effet, il ressort des prescrits de l'article 250 de la loi organique numéro 7/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, que les arrêts, jugements et ordonnances sont exécutés au nom du président de la République avec une formule exécutoire apposée par le greffier sur les expéditions. Que dit alors exactement la formule exécutoire apposée par le greffier en ce qui concerne particulièrement les ministres? La formule exécutoire apposée par le greffier dit ce qui suit. Les ministres et les autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt ou jugement. Les huissiers de justice, à ce requis, ont à y concourir en ce qui concerne le droit de droit commun. Du libéré de la formule exécutoire apposée par le greffier, il ressort clairement que les ministres sont donc le premier concerné pour pourvoir à l'exécution des arrêts du Conseil d'État en matière administrative, c'est-à-dire qu'ils doivent en faciliter l'exécution.
Il ne s'agit pas d'une possibilité, mais plutôt d'une obligation, compte tenu du caractère presque comminatoire de la manière dont s'exprime le législateur. Les ministres sont donc légalement obligés de faciliter l'exécution des arrêts rendus par les conseils. Si un tel concours à l'exécution des arrêts du Conseil d'État n'est pas garanti par les ministres eux-mêmes, il y a un sérieux souci de justice. Dans ce cas, il est alors temps qu'il soit exploré d'autres moyens légaux permettant une exécution effective et parfaite de tous les arrêts rendus par les conseils d'État en donnant le pouvoir nécessaire au procureur général de cette juridiction pour ce faire, car il va exécuter les arrêts du Conseil d'État. Se mettre en main de l'autorité de cette haute juridiction administrative et par voie de conséquence en tant qu'agent public pour y atteindre la démocratie ainsi qu'aux droits de l'enfant particulier. Et d'ailleurs, la justice sans la force légale n'est-elle pas impuissante comme c'est interrogé les Pascal? En droit, l'exécutoire oblige celui qui en est bénéficiaire à avoir recours aux agents de l'État, huissiers éventuellement à l'intervention du magistrat du ministère public, les agents de la force publique, pour contraindre la partie qui manque à ses obligations ou à ses engagements à les exécuter de force. Oui, vous avez la question. Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Votre présence à la cérémonie de ce jour est porteuse d'un double message. D'une part, celui de l'intérêt que vous accordez au pouvoir judiciaire en raison de son importance dans l'ordre institutionnel, et d'autre part, celui de l'interpellation des acteurs judiciaires face aux missions de confier ainsi qu'aux défis d'une bonne administration de la justice conforme aux attentes de nos populations. Au nom de tous les magistrats de mon office, de l'ensemble du personnel et au mien propre, je vous prie de vouloir bien accepter mes remerciements les plus sincères. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes dommages mérités, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de magistrature, honorés collègues, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle du paquet précédent, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats civils et militaires, Messieurs le Premier Président de la Cour des comptes, Messieurs le Procureur général de la Cour, le défi du fonctionnement harmonieux de notre justice, auquel je fais allusion en amont, ne peut, entre autres, être relevé au niveau des institutions de l'ordre administratif que si le ministère public presse ses décisions est mis en situation d'exercer pleinement ses prérogatives légales par des textes spécifiques légaux ou réglementaires. Au terme des articles 154 de la Constitution telle que modifiée à ce jour et 32 de la loi organique, il est institué un paquet de chaque institution de l'ordre administratif. Après 6 ans de fonctionnement du paquet général par le Conseil d'État, il m'est apparu opportun de jeter un regard rétrospectif sur l'effectivité du rôle régalien de l'organe de la loi dans l'administration de notre justice administrative. Pour une certaine opinion, le ministère public près des institutions de l'ordre administratif n'a pas les mêmes compétences que le ministère public près des institutions de l'ordre administratif. Si la pensée novatrice du Constitution, telle que rendue dans l'exposé des motifs de la Constitution, semble avoir atteint un de ses objectifs majeurs, on sait que les attributions du juge administratif sont clairement définies dans la loi organique. Il n'en est pas de même du ministère
Cette évidence s'illustre aussi bien en termes de suffisance légale et compétences dévolues au ministère public administratif, dans l'absence d'assises légales réelles que l'exercice effectif de ses compétences. C'est pourquoi j'ai choisi de consacrer ma lecture de cette année à des études prospectives du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'intérêt du sujet, du reste évident, procède de la nécessité et de l'exigence essentielle d'un ministère public fort dans l'administration de la justice. Il s'inscrit aussi dans l'attente des acteurs judiciaires et extrajudiciaires impliqués dans le procès administratif congolais. Certains partagent un sentiment mitigé sur la rigueur de cette justice. D'autres ont l'impression d'une injustice inachevé face à la violation récurrente du caractère exécutoire des décisions du juge administratif. L'objectif visé est celui de relever les difficultés et les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative d'une part, et d'autre part, d'impulser l'évolution législative de la question par des propositions de loi afin de rencontrer finalement les attentes des justiciables au niveau de l'exécution de l'ordre administratif. Mon exposé s'articulera de ce jour autour de deux chapitres, à savoir un bref aperçu du ministère public et le rôle spécifique du ministère public près de l'exécution de l'ordre administratif. Dans ce premier chapitre, il sera question de définir le ministère public en général, cerner son rôle auprès de l'exécution de l'ordre judiciaire, préciser ses caractéristiques et dire un mot sur sa nature juridique. La loi organique numéro 06-020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié à ce jour et les différentes lois organiques portant organisation et fonctionnement des différents ordres de juridiction du Congo n'ont pas défini le concept de ministère public. Ces textes se sont limités à énumérer qui sont magistrats des partis ou ces ministères. Venant au secours de la doctrine, notamment de l'exécutif public, définit le ministère public comme étant l'ensemble des magistrats qui sont chargés devant certaines institutions de requérir l'application de la loi et de veiller l'intérêt généraux de la société. D'autres auteurs ont, quant à eux, donné un contenu plus global à l'instar de Jean-Claude Fouilly, qui précise que le ministère public désigne à la fois l'ensemble des magistrats chargés par la société de statut d'enseignement à travers les actions publiques et ce magistrat qui représente la société. La compréhension de l'attribution du ministère public près de l'exécution de l'ordre administratif nécessite de la paix du rôle du ministère public près de l'exécution de l'ordre judiciaire ou tire son origine. Le ministère public près de l'exécution de l'ordre judiciaire intervient depuis les investigations jusqu'à l'exécution des décisions, passant par l'exécution des banques. Conformément au précis de l'article 66 à 69 de la loi organique numéro 13, par 011-B, 11 avril 2013, portant organisation, fonctionnement et compétences de l'exécution de l'ordre judiciaire, le ministère public près d'exécution exerce ses compétences aussi bien en matière répressive qu'en matière de droit public. De manière générale, le ministère public est chargé de rechercher les infractions aux actes législatifs réglementaires qui sont commis sur les territoires publics, recevoir les plaintes et les négociations, accomplir tous les actes d'instruction et saisir les cours des tribunaux, surveiller l'exécution des actes législatifs, des actes réglementaires et des décisions de justice et poursuivre d'office cette exécution dans les dispositions qui
La nature juridique du ministère public a suscité quelques débats depuis un certain temps dans l'arsenal judiciaire congolais. Caractérisé par la subordination hiérarchique, l'indépendance, l'unicité et l'indivisibilité, le magistrat du parquet est membre du pouvoir judiciaire au même titre que ses judiciaires. C'est ce qui ressort de l'article 150 de la Constitution, tel que modifié à ce jour, qui cite le ministère public au Conseil supérieur de la magistrature, organe chargé de la gestion du pouvoir judiciaire. On ne peut en effet pas co-gérer un pouvoir auquel on appartient. Cela se dégage également de l'article 2 de la loi organique de la juridiction de l'ordre judiciaire et 26 de la loi organique de la juridiction de l'ordre administratif qui, en énumérant les magistrats, regroupant ceux du siège et ceux du parquet. Le droit d'injonction reconnu au ministre de la Justice, conformément à l'article 70 de la loi organique de la juridiction de l'ordre judiciaire, a laissé croire à une certaine opinion que le ministère public relèverait du pouvoir exécutif, ou tout au moins confirmerait son caractère immunitaire. Le doute à ce sujet a été dissipé définitivement lorsque le Conseil d'État de notre pays, saisi par la requête du vice-premier ministre de la Justice, a affirmé dans son avis motivé sous 8-05 du 18 mai 2020 que l'officier du ministère public est un magistrat à part entière. Il fait partie du pouvoir judiciaire. Fort du principe de la séparation des pouvoirs, consacré par la Constitution, les doctrinaires congolais sont unanimes que le parquet fait partie intégrante du pouvoir judiciaire. En France, le Conseil constitutionnel avait déjà tranché en rappelant régulièrement que les magistrats du parquet font partie au même titre que ceux du siège et l'autorité judiciaire. Il faut cependant relever que le ministère public, près de l'évolution de l'ordre administratif dans notre système judiciaire, a une histoire dont le contexte mérite d'être exposé. Comprendre l'historique du ministère public près de l'évolution administrative impose de passer en revue l'évolution des sièges dans le temps à travers les différentes étapes publiques, les raisons qui ont justifié leur existence, ainsi que celles du ministère public y rattaché, car leur contexte est intimement lié. Un regard introspectif sur l'évolution des juridictions administratives en République démocratique du Congo y rattaché. La charte coloniale du 18 octobre 1908, quant à elle, est restée muette sur l'exercice du pouvoir judiciaire. C'est la loi du 15 avril 1924 qui a rendu expressément applicable au Belge certaines dispositions de la Constitution belge du 7 février 1830. Le rôle spécifique du ministère public près de l'ordre administratif comporte des points ci-après. Les attributions du ministère public administratif prévues par la loi, les modalités d'exécution de l'attribution du ministère public et l'exécution des actes administratifs et des décisions d'exécution administrative. Les attributions prévues par la loi. La Constitution a institué, en son article 154, un ordre d'exécution administrative de droit commun, composé du Conseil d'État, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs régis par la loi organique susvisée et des juridictions administratives spécialisées dont la Cour des comptes, les juridictions disciplinaires des administrations publiques ou des ordres professionnels, régies par des lois particulières visées à l'article 140, alinéa 6 de la Constitution. L'article 32 de la loi organique institue un parquet près chaque juridiction de l'ordre administratif. Le parquet est constitué des magistrats du ministère public exerçant leurs fonctions sous la direction du chef d'office. Suivant l'article 30 de la loi organique, le ministère public intervient par voie d'action ou par voie d'avis. Le ministère public intervient par voie d'action dans certaines matières, notamment en cas de renvoi ou
cause des sûretés publiques, de révision, de pouvoir en cassation dans l'intérêt commun, dans le cadre des règlements de juge et d'interprétation des rectifications d'erreurs matérielles. Dans ces différentes matières, le ministère public peut, par requête ou par réquisitoire, saisir la juridiction lorsque certaines conditions sont réunies. La requête au fin de renvoi pour cause de sécurité publique ou de suspicion légitime peut être présentée soit par le procureur général près le Conseil d'État, soit par l'officier de ministère public près la juridiction saisie. Cette dernière saisie de la demande de renvoi donne acte du dépôt de la requête. Sur projection d'une expédition de cet acte par le ministère public ou par la partie de la justice, la juridiction saisie dans le fond se soit à statuer. En matière de révision, la requête du ministère public est faite soit d'office, soit sur injonction du ministre ayant la justice dans cette administration. Ce dernier exerce son pouvoir d'injonction sur avis d'une commission composée des 2 magistrats du parquet près le Conseil d'État et des 2 magistrats du parquet près la Cour administrative d'appel. Les 2 magistrats du parquet général près le Conseil d'État faisant partie de la commission ne siègent pas lors de la procédure en ligne. Le procureur général près le Conseil d'État ne peut se pourvoir en cassation par voie de réquisitoire en toute cause et nonobstant l'explication des délais et dans le seul intérêt d'abord. Il peut également, lorsqu'il estime devoir proposer au pouvoir un moyen de la méconnaissance d'une règle intéressant l'ordre public et qui n'aurait pas été soulevée par l'exécution des parties, faire un réquisitoire qui dépose vers le Conseil d'État. Le greffier l'analyse, ainsi que les avocats du parti, par être recommandé à la porte ou par porteur avec accusé de réception 5 jours francs au moins avant la date de l'audience. L'alinéa 2 de l'article 404 de la loi organique donne le pouvoir au ministère public près le Conseil d'État de demander le règlement du juge lorsque 2 ou plusieurs juridictions de l'ordre administratif statuant en dernier ressort et déclarent en même temps soit compétentes, soit incompétentes pour connaître une même demande mue entre les mêmes parties. Le ministère public peut saisir le Conseil d'État en interprétation et rectification des règles matérielles en toute matière contentieuse dans celle électorale. Le ministère public peut saisir les juridictions administratives par voie de réquisitoire et ce, dans l'intérêt général et en particulier pour la protection des droits et libertés fondamentaux des personnes. Lorsqu'il intervient par voie d'avis, le ministère public assiste aux audiences de la juridiction à laquelle il est rattaché, au cours desquelles la parole lui est accordée pour exposer publiquement en toute indépendance son opinion sur les questions soumises à la juridiction et les requêtes présentes à juger et les solutions qu'elles appellent. Il peut même demander à ce qu'une affaire soumise à la juridiction soit renvoyée à la plénière de la section concernée pour examen. En matière contentieuse, le ministère public donne ses avis soit sur le banc, soit par les deux. Par contre, en matière de référé, il peut donner ses avis lorsque la juridiction siège avec une proposition collégiale. S'agissant de la procédure de la prise à partie, prévue pour les articles 391 à 394 de la loi organique, la section du contentieux du Conseil d'État statue sur la requête introduite, le procureur général entendu de son avis. En matière consultative, le ministère public siège en assemblée plénière mixte, composée des magistrats de la section consultative du Conseil d'État et des magistrats du parquet et attaché, au cours de laquelle il prend part au débat et donne ses avis sur les questions soumises à la juridiction administrative. La loi organique a conféré des attributions particulières au ministère public de l'ordre administratif. En effet, le ministère public près le Conseil d'État peut demander au Premier président de désigner par ordonnance une chambre devant statuer par une seule et même décision sur
plusieurs affaires pendantes devant des chambres différentes. Il peut, dans le 8 jours qui suivent la notification à la partie ayant suivi l'incident relatif à la contestation des pièces, saisir la juridiction compétente lorsqu'une partie persiste à faire l'état d'une pièce contestée par la partie adverse. Le délai de dépôt du mémoire en réponse est de 30 jours à dater de la signification de la requête du réquisitoire. S'il est nécessité d'instruction de justice, les délais imposés aux parties pour la transmission de la requête du réquisitoire ou du mémoire en réponse peuvent, après avis du ministère public, être prorogés par ordonnance motivée du président de la section de convention. Les greffiers notifient aux parties l'ordonnance de prorogation des délais. L'administrative est plus efficiente en république démocratique du Congo. Dans un premier chapitre, je me suis employé à définir le concept de ministère public, à décrire son rôle auprès de l'institution de l'ordre, ses caractéristiques et sa nature juridique. Pour une meilleure approche de la question, j'ai jeté un regard sur le contexte historique du ministère public à travers l'évolution des juridictions de l'ordre administratif. Dans un second chapitre, j'ai mis en exergue le rôle spécifique du ministère public auprès de l'évolution de l'ordre administratif, tout en effectuant ses attributions prévues par la loi organique ainsi que les modalités de leur exécution. À travers mon exposé, j'ai relevé que le ministère public a trouvé son origine auprès de l'exécution de l'ordre judiciaire où son organisation, ses principes directeurs et ses attributions ont été déterminés et que le contentieux administratif était alors réglé par les juridictions des droits communs, avec le concours de l'officier judiciaire public qui y était toujours attaché. Les constituants de 1964 et 1967 avaient prévu la création de la Cour suprême de justice démocratique du Congo, mais celle-ci ne sera opérationnelle qu'après la prolongation de l'ordonnance 69 par 2018 en 2019. Composée de 3 chambres, judiciaire, administrative et de législation, elle devait siéger avec le concours du ministère public en toute matière. L'ordonnance loi numéro 82 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour suprême de justice en son article 80 sur la mise en état de la cause par la section administrative autorisait le procureur Jean de la République qui recevait des dossiers du greffier lorsque les productions des parties étaient faites à poser des actes d'instruction préparatoires éventuels et à rédiger un rapport sur l'affaire. Si la Cour estimait nécessaire d'ordonner des devoirs d'instruction préparatoires nouveaux, elle pouvait charger le procureur Jean de la République de cette question. Et l'article 81 du même texte prévoyait que, dans l'accomplissement des devoirs d'instruction préparatoires, le procureur Jean de la République et le conseiller rapporteur pouvaient correspondre directement avec toutes les autorités, leur demander ainsi aux parties tout renseignement utile, se faire communiquer tout document, entendre tout témoin, commettre des experts, déterminer leur mission et leur communiquer les faits définitifs et procéder sur les démarches de constatation. Les constituants du 18 février 2006 a éclaté la Cour suprême de justice en 3. La section de législation devenant la Cour constitutionnelle, la section judiciaire la Cour de cassation et la section administrative du Conseil. Différents droits organiques portant organisation, compétences et fonctionnement de ces institutions ont été étudiés. Alors que l'ordre de juridiction administrative est une survivance de la section administrative de la Cour suprême de justice, la loi relative à son organisation, compétences et fonctionnement ne reprend pas les termes des articles 80 et 81, 81 de l'ordonnance loi numéro 82-017 de 31 mars 1982 portant procédure devant l'ancienne Cour suprême de justice. À la place, on voit apparaître dans la loi organique du 16 mars 2027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement du on voit apparaître les articles 31, 32 et suivants
qui semble limiter l'action du ministère public à son intervention par voie d'avis et par voie d'action dans certaines instances. La rédaction rigoureuse de la loi organique sur ce point a suscité des interprétations diverses. Pour certains, Merci, Père Général, pour votre référendum. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages déferments. En ce moment particulièrement crucial de la justice de notre pays, il me revient de prendre la parole pour me conformer aux dispositions de l'article 24, alinéa 1er de la loi organique numéro 16, base 027 du 15 octobre 2016, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif, en vertu duquel, le 30 octobre de chaque année, le Conseil d'État se réunit en audience solennelle et publique, au cours de laquelle le premier président prononce un discours, le procureur général une mercuriale et le bâtonnier du barreau et le Conseil d'État une allocution. Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil d'État est honoré en ce jour par votre présence personnelle à cette cérémonie, en dépit de vos multiples, précieuses et délicates charges, consistant à présider la République démocratique du Congo, en la conduisant vers des destinées meilleures, en garantissant la protection à sa population et à ses biens, et en veillant à la préservation de l'intégrité de son territoire face à l'ennemi. À cet effet, les hauts magistrats du Conseil d'État et moi-même, les personnels du greffe, les membres de nos cabinets, vous adressons nos remerciements les plus sincères et vous assurons de notre soutien inconditionnel en vue de la restauration de la paix et de la matérialisation effective de l'état de droit dans lequel l'administration joue un rôle déterminant. Excellence, Monsieur le Président, qu'il vous plaise d'agréer mes sincères et vibrants hommages pour votre magnanimité, votre sens élevé d'écoute et de compréhension, mais surtout pour la justesse de vos décisions, dont celle relative au maintien de ma modeste personne à la tête du Conseil d'État et de la justice administrative de notre pays. Votre choix démontre la suffisance et au-delà de tout doute, votre ferme volonté à continuer à promouvoir davantage la parité homme-femme au niveau si élevé dans de plus hautes fonctions de la République. Du haut de cette tribune, la femme congolaise en général et celle du corps de la magistrature en particulier s'est joint à ma voix pour vous en remercier infiniment. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorés collègues, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, chers collègues, députés, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général de cette Cour, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Messieurs les commissaires généraux de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les magistrats civils et militaires, Messieurs les bâtonniers nationaux, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le commissaire provincial de la police, vous comptez parmi nous ce jour dans cette grande salle de congrès du Palais du Peuple, nonobstant vos charges et responsabilités, est un motif d'honneur, de fierté et de considération. La présence de chacun de vous témoigne de l'intérêt et de l'attention que vous accordez au Conseil d'État en particulier et à la justice administrative en général. Daignez accepter nos remerciements les plus sincères. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, dans mon discours de la rentrée judiciaire exercice 2023-2024,
je m'étais longuement attardé sur la contribution du Conseil d'État à la consolidation de l'état de droit dans les traitements des litiges relatifs au patrimoine immobilier du domaine privé de l'État. À travers ce discours, je tenais à souligner et à soutenir l'orientation imprimée par Son Excellence Monsieur le Président de la République dans la lutte contre la spoliation des biens immobiliers de l'État, ainsi qu'il l'a matérialisé par la création, au sein de son cabinet, d'un service spécialisé dénommé Agence nationale pour la protection du patrimoine immobilier de l'État, ANPPIA-ANSI. Les décisions rendues par le Conseil d'État en la matière, comme dans d'autres, ont suscité différentes réactions. Tantôt celle de satisfaction pour ceux qui y trouvaient intérêt, mais surtout celle de la non-satisfaction, particulièrement de la part des auteurs de décisions censurées, donnant l'impression d'une certaine incompréhension du pouvoir reconnu au Conseil d'État par les dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée à ce jour, et de la loi organique numéro 16/027 du 11 octobre 2016 précitée. Face aux prérogatives de puissance publique reconnues à l'administration, en vue de la satisfaction de l'intérêt général, le législateur a mis en place différentes règles permettant de contrôler la régularité de ces décisions afin d'assurer l'équilibre entre les puissants et les faibles, de protéger par ce fait les administrés placés manifestement en position d'infériorité, de garantir à tous, administration et administrés, un traitement égalitaire devant la justice. Au-delà des contrôles administratifs internes et politiques réservés au Parlement, il existe un contrôle juridictionnel mené par le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle des rentrées judiciaires du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitée, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formés contre les actes, les règlements et les décisions des autorités administratives centrales. Par l'autorité administrative centrale, il y a lieu de citer à titre illustratif, par catégorie, les autorités administratives ci-après. 1. Les responsables des services publics centraux du pouvoir central. Le président de la République, le président des deux chambres du Parlement, selon la théorie du dédoublement fonctionnel, les membres du gouvernement central, les chefs de haute juridiction et des parquets y rattachés, les hauts fonctionnaires de l'administration publique. 2. Les responsables nationaux des institutions d'appui à la démocratie. 3. Les responsables des régies et des services nationaux déconcentrés. 4. Les autorités administratives centrales responsables des entreprises et établissements publics. 5. Les autorités des organes nationaux des ordres professionnels. À travers les articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique sous-évoquée, le législateur congolais consacre les principes de l'égalité des actes administratifs. Cinq principes expriment la soumission des autorités administratives au droit. Autrement dit, dans un état de droit, les actes pris par les autorités administratives doivent être conformes aux normes juridiques ci-après. Je cite la Constitution, les traités et accords internationaux, les lois organiques, les lois, les règlements, la jurisprudence, la coutume et les principes généraux du droit. Cependant, le principe de l'égalité connaît des limites s'agissant des circonstances exceptionnelles, étant donné leur caractère imprévisible et insurmontable. Il s'agit des cas de force majeure, l'état d'urgence, l'état de siège. À titre d'exemple, on peut citer l'état d'urgence sanitaire dû à la pandémie de Covid et à l'état de siège partiel consécutif à la guerre à l'Est. En effet, il est admis que dans certaines situations de crise,
Il faut faire le choix entre la survie de l'État et le respect strict du droit. Cette restriction concerne également les actes de gouvernement qui échappent à tout contrôle juridictionnel. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, mesdames et messieurs, j'aimerais dans un premier temps examiner le mécanisme de contrôle qu'exerce le Conseil d'État par voie de recours à l'annulation, chapitre 1er, ensuite celui par voie de recours en suspension ou en référé. Au chapitre 1er, nous allons examiner le mécanisme de contrôle par voie de recours à l'annulation. Section première, les sources de l'égalité et les cas d'ouverture. Paragraphe 1er, les sources de l'égalité. La loi organique énumère les différentes sources de l'égalité et présente à titre indicatif quelques cas d'ouverture. Conformément à l'article 85, alinéa 3 de la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 pré-rappelé, le contrôle de l'égalité se réalise par la vérification de la violation de la loi, de l'édit, du règlement, de la coutume et des principes généraux du droit. De la loi, au sens général, la loi est entendue comme la règle du droit, élaborée et adoptée par le Parlement dans son domaine de compétences, ainsi que les accords et traités internationaux dûment ratifiés. Tout était en vos titres et qualités respectifs. Tout au long de mon exposé axé sur le mécanisme de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État, il a été question au niveau de l'introduction de faire un aperçu général sur les actes administratifs et le principe de l'égalité qui s'impose également à l'administration. Le premier chapitre axé sur le mécanisme de contrôle par voie d'annulation, j'ai relevé que ce contrôle est exercé par le Conseil d'État sur base de la compétence qui lui reconnaît la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour, et la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. En vertu de cette compétence, le Conseil d'État contrôle la légalité des actes des autorités administratives centrales et peut décider de leur annulation lorsqu'il est établi que les 10 actes ne sont pas conformes au droit ou à l'ordonnancement juridique en vigueur. Il contrôle par leur opportunité qui est laissée à l'appréciation de l'administration. À ce sujet, je fais remarquer que les arrêts d'annulation rendus par le Conseil d'État ne sont en premier et dernier ressort et s'imposent à tous, à l'administration, aux requérants et à toutes les juridictions. À ce titre, ils peuvent faire l'objet d'une voie de recours. Au second chapitre, j'ai examiné le mécanisme de contrôle des actes des autorités administratives centrales par voie de suspension ou référé. Il m'est revenu de souligner que le référé est une procédure organisée pour relativiser et retarder les effets exécutoires des actes administratifs entachés d'irrégularité et dont les préjudices sont difficilement réparables si les juges annulaient l'acte entrepris. Il y a lieu de déplorer la méconnaissance des règles du droit caractérisant certains actes administratifs soumis à la censure du juge administratif au niveau du Conseil d'État, ce qui est à la base de beaucoup de décisions d'annulation ou de suspension des décisions des autorités administratives centrales. Comme je l'avais relevé par le passé, le Conseil d'État, à travers sa section consultative, fait office de conseiller juridique officiel des autorités du pouvoir central et de ceux des organismes placés sous leur tutelle. Je saisis la présente occasion pour réitérer une fois de plus la disponibilité du Conseil d'État à interagir avec l'administration pour éviter en amont toutes sortes de désagréments éventuels. Et pour finir, je saisis l'occasion qui se présente pour demander que le point ci-après attire l'attention des autorités compétentes en vue de l'amélioration des conditions de travail du Conseil d'État. Premièrement, la question relative au délai de recours en matière électorale. À titre de rappel, la gestion du contentieux des élections provinciales est dévolue au premier degré à la Cour administrative d'appel, avec possibilité d'appel. Cependant, lors de l'examen à l'appel de ces contentieux, le Conseil d'État a éprouvé quelques difficultés liées notamment au délai de traitement
étant donné que les 2 mois prévus à l'article 74 de la loi électorale ont été consommés par les seuls cours d'appel faisant office de cours administratifs d'appel. Il y a lieu d'envisager la modification de la loi électorale d'une part, pour que le Conseil d'État soit nommément cité parmi les juridictions compétentes en matière électorale, et d'autre part, il convient d'accorder un délai beaucoup plus large au Conseil d'État, étant donné le volume du contentieux qui lui revient au niveau national. Deuxièmement, l'installation des juridictions administratives inférieures. Conformément aux dispositions des articles 60 et 69 de la loi organique numéro 16, 027 du 15 octobre portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, j'avais transmis au cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, 2 lettres accompagnées de 2 projets de décret d'organisation judiciaire fixant les sièges et ressorts d'une part des cours administratifs d'appel et d'autre part des tribunaux administratifs. À ce jour, le Conseil d'État continue d'attendre du gouvernement l'adoption de ces 2 projets. Je disais à ce jour, le Conseil d'État continue d'attendre du gouvernement l'adoption de ces 2 projets et la signature des décrets par Madame la Première ministre, ce qui permettra l'installation effective de ces juridictions et le fonctionnement harmonieux des juridictions inférieures de l'ordre administratif, ainsi que l'ont révélé les rapports des missions d'inspection organisées en 2022 et 2023 et menées par le haut magistrat et quelques greffiers du Conseil d'État. Troisièmement, et pour ce qui est du bâtiment du Conseil d'État, je note que l'immeuble abritant actuellement la plus haute juridiction de l'ordre administratif menace ruine et peut s'effondrer à tout moment à cause de ces fissures très prononcées. Les 2 ailes du bâtiment sont là. Je répète, troisièmement, pour ce qui est du bâtiment du Conseil d'État, je note que l'immeuble abritant actuellement la plus haute juridiction de l'ordre administratif menace ruine et peut s'effondrer à tout moment à cause de ces fissures très prononcées. Les 2 ailes du bâtiment tendant à se disloquer. L'urgence commande la construction ici de Kassavou du nouveau palais de justice qui abriterait non seulement le Conseil d'État, les greffes et les parquets rattachés, mais aussi les juridictions inférieures de l'ordre administratif, leurs greffes ainsi que les parquets rattachés pour la ville de Kinshasa. Avant de clore mon propos, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de citer un grand penseur allemand, en l'occurrence, M. Oscar Ernest Bernard, qui a dit « Obéir, c'est servir, et servir, c'est aider, et aider, c'est régner ». Sur ces différents points, je déclare ouverte l'année judiciaire du Conseil d'État, l'exercice 2024-2025. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive le Conseil d'État. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables, leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de bien vouloir se tenir debout pour l'hymne national.
Mesdames et messieurs, beaucoup de prises de parole lors de la rentrée judiciaire exercice 2024-2025 au niveau du Conseil d'État, mesdames et messieurs. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a pris part à cette entrée solennelle publique de l'appareil judiciaire de la RDC, mesdames et messieurs. Comme vous le savez, le Conseil d'État table sur la gestion des personnalités publiques, privées, étatiques, mesdames et messieurs, dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle dans cette rentrée judiciaire, vous avez eu le temps de suivre tour à tour les bâtonniers national des ordres des avocats, mesdames et messieurs, mais également le président de cette cour du Conseil d'État, mesdames et messieurs, qui se sont exprimés. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, a pris part à cette rentrée judiciaire. Vous avez suivi tour à tour des membres du Conseil d'État, mesdames et messieurs, qui se sont exprimés. Merci pour votre fidélité à Top 243 News et www.top243news.com. Pour suivre cette édition spéciale, restez connectés. Un clin d'œil spécial à Chris Izambaï qui nous a assisté pour avoir cette belle image chez vous. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité dans Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.